Que se passe-t-il en Ukraine? Parce que les Russes intensifient la guerre. Et ces 2 ou 3 derniers jours, nous avons appris qu'il n'y avait plus d'intercepteurs de missiles. Ou que, vous savez, le système Patriot manque d'intercepteurs en Occident. Et il semble que l'Ukraine n'en ait plus à tirer contre les missiles russes. La seule chose qu'ils ont en ce moment, ce sont ces drones qu'ils utilisent pour attaquer les Russes. Du côté de Washington, vous voyez, j'ai parlé avec Stanislav Kropivnik. Il m'a dit que selon son évaluation, les États-Unis sont impliqués jusqu'au cou en Ukraine. Il parle de l'implication de Palantir, qui produit des drones et utilise l'intelligence artificielle pour gérer les cibles avec ces drones. Et avec Starlink, tout cela s'inscrit dans une sorte de chaîne. Tout est réuni et fonctionne ensemble. Quel est l'objectif final en Ukraine? Y a-t-il une quelconque stratégie au sein de l'administration Trump? Ou voit-il une quelconque fin à la guerre en Ukraine? Eh bien, ça dépend de quelle partie de l'administration Trump vous parlez. Parce qu'en gros, il y a une sorte d'État profond permanent qui est en guerre contre la Russie depuis la fin de la guerre froide. Et il est simplement passé à une nouvelle étape, une nouvelle phase. Il s'agissait en quelque sorte de découper la Russie, de la dépouiller et de la ravager en lui prenant tous ses actifs et ses ressources. La Russie reste le pays le plus riche du monde en ressources naturelles. 75 000 milliards de dollars, je crois. Plus du double de ce que possèdent les États-Unis, par exemple. Donc, ça a toujours fait que... Et vous savez, dans le monde occidental, depuis des siècles, en particulier dans le cadre de l'alliance anglo-américaine, nous avons toujours voulu affaiblir la puissance de la Russie en général. Donc, cet élément a perduré. Il fait en quelque sorte partie du milieu des think tanks, du département d'État, de la communauté du renseignement, d'une partie du complexe militaro-industriel et de certains des généraux de l'OTAN les plus farfelus, qui sortent parfois de nulle part pour dire une absurdité. Ces gens-là n'attendent qu'une chose, intervenir. Ça remonte jusqu'à Patton, qui voulait intervenir et éliminer l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Donc, cet état d'esprit a toujours existé dans une partie de ces milieux. Au sein même de l'univers Trump, Vance était sceptique quant à la guerre en Ukraine. Hegseth aussi était sceptique quant à la guerre en Ukraine. Elbridge Colby était profondément sceptique quant à la guerre en Ukraine. Mais je me souviens d'avoir débattu avec Vance hors antenne à l'automne dernier, quand Trump racontait tout un tas de stupidités du genre. Vous savez, la Russie perd tous ses gens et les pertes russes se comptent en millions. Et les chiffres varient. C'est un peu comme son chiffre sur l'Iran. Vous savez combien de manifestants sont morts? 3 000, 20 000, 80 000, 40 000, 60 000, 52 000. Vous ne pouvez pas... Vous savez, vous ne pouvez pas. Peut-être que quelqu'un doit lui donner une bouteille de Heinz 57. C'est comme ça qu'il faisait dans Un crime dans la tête. Il avait un mot. Il disait « Bon sang, je n'arrête pas d'oublier le nombre exact de communistes au département d'État. » Alors il lui donne une bouteille de Heinz 57. Donc, pour le film Un crime dans la tête, c'est 57 communistes connus au département d'État. Il faudrait donner ça à Trump pour qu'il puisse dire que 57 000 manifestants ont été tués. Mais les chiffres étaient ridicules. Et je me souviens d'en avoir débattu avec Vance. Vance disait, « Eh bien, je pense que c'est une impasse. » Et moi j'ai dit, « Je pense que c'est une guerre d'usure. » Et c'est un type de guerre que la Russie a contribué à inventer, avec la doctrine de la bataille en profondeur. Leur objectif principal n'était pas de s'emparer de territoire dès le départ. Leur objectif principal était de détruire la capacité de l'Ukraine à faire la guerre, de détruire ses effectifs, de détruire son armée, de détruire ses forces militaires, de détruire l'appareil politique qui la soutient.
Détruire le bataillon Azov et tous ces groupes que nous avons, en quelque sorte, contribué à susciter après le coup d'État du Maïdan pour qu'ils en fassent partie. Voilà ce que la Russie entend par dénazification. Retirer leur pouvoir, retirer leurs effectifs, retirer leurs missiles et tout le reste. Ils vont avancer lentement et méthodiquement. Ils avanceront un peu, inviteront les forces ukrainiennes à venir, puis continueront dans cette direction et les anéantiront. C'est pour ça que je me souviens avoir prédit cela au vice-président l'automne dernier. Regardez simplement le ratio à chaque fois qu'ils échangent des corps, à chaque fois qu'ils échangent des prisonniers. Ce ratio ne sera pas de 1 pour 1. Ce ne sera certainement pas un Ukrainien pour 5 Russes. Au contraire, ce ratio n'a cessé d'évoluer de plus en plus en faveur de la Russie. En gros, pour chaque Russe tué, et vous savez, l'Ukraine, c'est le genre à mettre un uniforme à quelqu'un et à faire semblant que c'est un Russe. Vous savez, ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus à cet égard. Mais le ratio est de 30 contre 1, 40 contre 1, 30 ou 40 Ukrainiens morts pour chaque Russe mort. Le Financial Times a publié un article affirmant que la Russie doit attraper des gens dans la rue pour les amener à soutenir la guerre. C'est littéralement ce qui se passe en Ukraine, où ils attrapent des gens dans la rue. Il y a des vidéos là-dessus tous les jours. En Russie, ils reçoivent tellement de volontaires qu'ils essayent de plafonner le nombre de personnes qui entrent dans leurs forces armées. Pour que les fondements du conflit soient connus. Je pense que certains membres de l'administration Trump les connaissent. Je sais que Vance les connaît parce qu'il a vu que tout ce que certains d'entre nous prédisaient s'est réalisé et que ce qu'on leur disait venant de leur propre service de renseignement. Ratcliffe est un immense partisan de la guerre en Ukraine. C'est lui qui a aidé à orchestrer la tentative d'assassinat de Vladimir Poutine en décembre, sous la direction de l'Ukraine. Mais l'idée venait de Ratcliffe. Il s'en vantait auprès du New York Times le matin même, mais c'était présenté comme autre chose. Pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agissait. Donc voilà, ce sont certains éléments. Vous avez des secteurs du complexe militaro-industriel qui aiment exhiber leurs armes. La guerre en Ukraine a été embarrassante pour beaucoup d'armes fabriquées aux États-Unis. Alors, peut-être qu'ils devraient y réfléchir avant de s'en servir comme vitrine. Mais il reste quand même ces gens-là. Des gens au Pentagone qui voient de gros contrats bien juteux pour leurs copains et leurs amis. Des gens de la communauté du renseignement qui adorent jouer les grands stratèges contre les Ruskov avec leurs copains britanniques du MI6. Donc ça, c'est en quelque sorte l'état profond institutionnel de carrière. Vous avez le Parti démocrate néolibéral, dont la réponse au bellicisme de Trump sur l'Iran, c'est qu'il préférerait faire les va-t-en-guerre avec un pays qui possède déjà des armes nucléaires. Voilà à quel point les démocrates sont intelligents. Donc cette base-là existe toujours. On le voit avec plus de 80 sénateurs, au total, qui votent en faveur de pouvoirs de sanctions délirants contre la Russie, liés à tout ça. Et les médias américains. Il faut sortir de cette sorte de bulle médiatique américaine pour comprendre ce qui se passe vraiment. Je tombe sur des gens ordinaires qui croient « Oh, la Russie n'a pas tout simplement envahi l'Ukraine ». Et n'essaie-t-il pas de mettre l'Ukraine à terre? Et leur économie ne s'effondre-t-elle pas? Et Poutine n'est-il pas un dictateur? Et le peuple russe ne veut rien avoir à faire avec ça. Et les Ukrainiens sont, vous savez, de braves petits outsiders travailleurs qui se battent contre les puissants et maléfiques Ruskov. Les gens le croient parce que presque tous, ce n'est pas seulement Fox, ABC, CNBC, CNBC, MSNBC, mais aussi toute CNN. Toutes ces chaînes répètent les mêmes mensonges sur la guerre russe. C'est toujours « la Russie, c'est mal ». La Russie, non, ça alterne toujours. Un jour, la Russie va conquérir le monde entier. Donc il faut être prêt face à elle. Le lendemain, son armée est si faible, ses forces militaires si incompétentes,
son système politique si proche de l'effondrement et son économie tellement au bord du précipice qu'elle aura de la chance si elle gagne un seul petit kilomètre carré de territoire au cours de l'année à venir. J'essaie d'expliquer aux Américains l'ampleur de ce conflit. C'est comme si l'on descendait tout le Mississippi, de Chicago à la Nouvelle-Orléans. C'est la longueur de ce conflit frontalier, la longueur de la ligne de front, plus grande que n'importe quelle ligne de front ayant jamais existé pendant la guerre de sécession. Mais ils ne le comprennent que parce qu'il faut vraiment faire l'effort de trouver des renseignements indépendants, des informations indépendantes. Et même le président et le vice-président sont soumis à la stratégie du champignon, les garder dans le noir et les nourrir de merde. Et j'ai dit à Vance que c'est ce qui allait lui arriver. Mais il a quand même mordu à l'hameçon pendant les 6 premiers mois du second mandat, surtout quand Kellogg était là. Maintenant que Kellogg est parti, Trump a le sentiment que c'est une guerre stupide. Il a le sentiment que l'Ukraine ne gagne pas vraiment. Mais ses capacités de décision affaiblies et son désir de croire à des choses absurdes ont déteint sur le conflit en Ukraine. L'accord qu'il a conclu à Anchorage, il a décidé de le renier après coup parce que l'Europe et la Russie ne voulaient pas suivre et que son propre appareil d'État profond s'y est opposé. Mais maintenant, il lui arrive de croire à des choses vraiment stupides. Par exemple, il va croire que l'économie russe s'effondre. Il va croire que la Russie perd sur le champ de bataille. Il va le croire. Enfin, il va même... Chaque fois qu'il le pense, ça se voit, parce que tout d'un coup, il devient, vous savez, copain comme cochon avec Zelensky. Il dit des choses gentilles sur Zelensky. Tout le monde en coulisses. Enfin, Scott Bessent de Soros, notre secrétaire au Trésor, l'a traité de, je crois, comment était-ce, de nain cocaïné. Vous savez, c'est comme ça qu'il le désignait. Donc Zelensky a très peu de véritable soutien au sein de l'administration. Ils ont de profonds doutes. Mais il y a le pouvoir des médias institutionnels et de l'État profond américain, ainsi que la corruption de Ratcliffe, qui les induit tous en erreur et leur ment en permanence. Et Marco Rubio, qui est un grand partisan de la guerre et qui les induit tous en erreur en permanence. Voilà leurs 2 principales sources, le département d'État et la CIA. Et elles obtiennent leurs renseignements du MI6 et des services de renseignement ukrainiens. C'est pour ça qu'on continue de leur servir ces conneries. Alors, certains jours, Trump va réellement croire que la Russie est en train de perdre la guerre. Dans une grande partie de la Maison-Blanche, ils seront choqués quand l'Ukraine s'effondrera dans 6 mois. Il y en aura une partie qui se dira « Bon, j'imagine que c'était probablement ce qui allait arriver depuis le début ». Ils regrettent surtout la quantité de ressources utilisées, parce qu'ils ne pensent pas que ce soit productif ni rentable. Mais ils croient régulièrement à leurs propres conneries. Et comme les médias américains sont tellement mauvais sur ce sujet, ça renforce cette croyance. Où voyez-vous l'avenir de l'Ukraine dans les conditions actuelles? Est-ce que vous voyez, comme il me semble, qu'au moins en Europe, le MI6 ou le gouvernement britannique savent ce qui se passe à l'intérieur? Parce qu'ils ont, je suppose, tous ces gardes du corps de Zelensky qui viennent du MI6. Et au fond, ils soutiennent Zelensky en Ukraine. Mais au final, où voyez-vous l'Ukraine avec le temps qui passe? Est-ce qu'ils font de l'Ukraine une sorte de force par procuration? Ou peut-être utilisent-ils des forces comme l'État islamique ou Al-Qaïda? Parce que, si je comprends bien, ils pensent peut-être que les Ukrainiens peuvent riposter, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont les missiles, les intercepteurs ou les effectifs. Ils n'ont pas ces équipements-là, mais ils ont des armes, des drones. Ils ont l'intelligence artificielle. Ils peuvent donc continuer à attaquer la Russie. Peut-être des Russes sur les plages, et je ne sais pas, des civils attaqués
par ces drones. Peut-être pour faire pression sur la population russe. Vous vous souvenez, quand la guerre a commencé, et même avant qu'elle ne commence, il y a eu une énorme campagne de propagande contre la Russie afin d'exercer une pression intérieure sur le gouvernement russe. Et beaucoup de jeunes Russes ont quitté la Russie parce qu'ils ne voulaient pas aller se battre. Ce genre de propagande. Vous vous souvenez de cette époque? On dirait qu'à ce moment précis, avec le temps qui passe, ils essayent de faire la même chose en utilisant des drones, peut-être pour faire pression sur le peuple russe. Ils l'avaient déjà fait avec des attentats terroristes, de multiples attentats terroristes sur le sol russe. Est-ce que c'est cela que l'Europe veut que l'Ukraine devienne à l'avenir? C'est ainsi que je vois les choses. Eh bien, je pense qu'on peut voir ça de deux façons. Historiquement, le mot Ukraine signifie littéralement terre frontalière dans la langue. Et c'est ainsi qu'elle a toujours été utilisée comme une sorte de champ de bataille entre les Turcs, différents empires européens et les Russes. Elle a toujours constitué, en quelque sorte, le ventre mou permettant d'accéder à la masse continentale russe. Et ça remonte à des centaines et des centaines d'années. Il y a donc cet aspect historique. L'Occident a presque cette connaissance ancestrale, accumulée au fil de l'histoire, qui l'amène à traiter les Ukrainiens comme des ressources jetables, des terres jetables, pour poursuivre le combat contre la Russie. Le deuxième aspect, c'est que si l'on regarde les États-Unis en particulier, il y a clairement des éléments de ce dont vous parlez. Une logique de type opération Gladio, consistant à créer une armée permanente dans une zone grise, capable de mener une terreur constante et continue contre la Russie, mais qui pourrait aussi servir toute autre cause ou tout autre objectif mondialiste. Et des Ukrainiens ont été identifiés comme impliqués dans des actes de terrorisme, pas seulement en Russie. Et pas seulement à propos du gazoduc Nord Stream qui a principalement touché l'Allemagne. On les a vus apparaître en Inde, on les a vus apparaître en Iran, en Irak plutôt, impliqués dans la guerre contre l'Iran, et on les a vus apparaître au Mali. Vous les avez vus apparaître dans toutes sortes d'endroits, surgir. Et il semble qu'ils l'utilisent pour, en quelque sorte, mettre en relation des mercenaires et des gangs criminels partout dans le monde. Comme Stanislav l'a souligné, c'est la principale source de toutes sortes de trafics. La traite des êtres humains, le trafic d'organes, le trafic d'armes, le blanchiment d'argent. Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, a, dans son dernier acte à ce poste, publié le rapport sur les laboratoires d'armes biologiques. Ce rapport n'a pas seulement mis en cause Anthony Fauci et ses liens avec le Covid, il a aussi particulièrement souligné le fait que l'Ukraine était utilisée comme lieu principal de développement d'armes biologiques. Et c'est en réalité le cas depuis 2014. On peut remonter encore plus loin. Nous utilisions l'Ukraine de cette manière, de la même façon que l'Empire polono-lituanien l'utilisait pour tenter de rivaliser avec la Russie au XVIIIe ou au XIXe siècle. C'étaient les Ottomans à peu près à la même époque, sur différentes périodes qui se chevauchaient. Nous, à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec l'opération Gladio, les armées clandestines, Bandera était sur notre liste de paix. C'est là qu'il est allé, après la Seconde Guerre mondiale. Bon, les Russes l'ont retrouvé en Allemagne à leur manière après la guerre. Mais cela n'a pas empêché la poursuite de nombreux liens de notre côté. Nous avons même développé une grande partie du nationalisme ukrainien. Il n'est pas organique à l'Ukraine. Avant, quand il quittait l'Ukraine pour venir aux États-Unis et au Canada, il se faisait appeler l'Association nationaliste ruthène. Cela remonte en quelque sorte à la Russe de Kiev et aux différents liens polono-lituaniens avec cette partie occidentale de l'Ukraine. Une grande partie du nationalisme ukrainien a été développée à Harvard sous les auspices de la CIA. Cela a vraiment pris de l'ampleur dans les années 70.
En effet, l'idée selon laquelle les famines staliniennes qui ont eu lieu à certaines périodes, ainsi que d'autres famines soviétiques, survenues au début de l'Union soviétique et qui ont en réalité touché certaines régions du Kazakhstan et d'autres zones, les Khazars et les Kazakhs, bien davantage que les Ukrainiens de souche, soit dit en passant. Cette idée a été reformulée comme le récit d'une famine ukrainienne délibérément provoquée par les Russes. Ce récit vient des travaux universitaires de Harvard dans les années 70 qui étaient liés à la CIA, une façade de la CIA et financée par la CIA. Et donc nous avons été profondément impliqués avec eux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale afin de saper l'Union soviétique. Et puis, quand le mur est tombé, nous avons poursuivi cela et nous nous sommes tout simplement associés à George Soros. L'Ukraine était son projet favori. Après les années 1990, nous avions des gens qui faisaient des thèses à Harvard sur ce que voulaient réellement les Ukrainiens. Et ce que cela montrait, c'est que l'Est et le Sud de l'Ukraine préféraient rester intégrés à la Russie. Quand les premières études détaillées ont été menées, ils ont ensuite organisé des votes qui faisaient la promotion de l'idée qu'ils pouvaient être véritablement indépendants, et les gens étaient disposés à l'accepter. Mais ce sont des populations liées à la Russie, par leurs origines, leur langue et leur culture, dans ce qui est la Novorossia, c'est-à-dire les régions que la Russie va entreprendre de reprendre. Il me semble que l'Ukraine va finir comme un pays résiduel, une nation résiduelle, sans accès à l'eau. Elle aura de la chance si elle garde même Kiev. Je ne pense pas que les Russes aient la moindre envie d'aller dans l'extrême ouest de l'Ukraine, où il y a tous les fous et les bandéristes qu'ils ont là-bas. Vous savez, c'est probablement le plus grand succès de George Soros. Lui-même s'en est vanté à propos de l'Ukraine et du projet de la CIA avant et après la guerre froide. Enfin, pendant la guerre froide et après la guerre froide. Parce qu'ils ont entièrement refaçonné l'histoire de l'Ukraine pour les Ukrainiens. Vous savez, ils ont consacré 2 décennies à d'énormes subventions, à des dépenses massives pour ces bibliothèques, pour des films, pour des émissions de télévision, afin d'éduquer les gens dès leur enfance. Et ils ont diffusé tout un tas de mythes narratifs qui leur font dire que la Russie a été la source de tous leurs problèmes, alors qu'ils sont littéralement les frères slaves des Russes. Et ça a été un succès de génie, et cela a imprégné la partie occidentale de l'Ukraine. Beaucoup de réfugiés ukrainiens qui sont venus ici y croient quand on les rencontre. Ils croient à toute cette propagande délirante et ils pensent que les nazis, les bandéristes, sont tous des héros. C'est pour ça que Zelensky se fait régulièrement prendre, tous les 2 ou 3 mois, à présenter un nouveau nazi comme un héros. C'est pour ça que même Laura Loomer, quand elle est là-bas, dit « Vous pouvez enlever le truc nazi ». Ne faites peut-être pas le salut nazi. Enfin, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Alors, les agents du renseignement adorent ça. L'État profond adore ça, parce que c'est un endroit où l'on peut faire des expérimentations sur des gens. On peut faire de la traite d'êtres humains. On peut blanchir de l'argent. Les régions ravagées par la guerre, c'est idéal si vous voulez attraper un tas d'enfants et les placer dans des pratiques du genre Epstein à travers le monde, ou si vous voulez les découper et leur prélever leurs organes. Ce n'est pas bon pour le peuple ukrainien, mais c'est bon pour le genre de perversion qui rassasie l'appétit des aspects les plus corrompus et les plus voyous du comportement de l'État profond, de la classe Epstein. Et ce sont ces gens-là qui vont continuer à chercher un moyen de tirer profit de l'Ukraine. Mais nous n'allons pas vaincre la Russie. La Russie va gagner. Et il sera intéressant de voir comment le monde occidental acceptera cette réalité quand ça arrivera. Parce que c'est sidérant de voir à quel point il y a encore, je tombe sur, l'Europe, c'est pire. Mais même aux États-Unis, je croise des gens à la Chambre des représentants et au Sénat
ainsi que des gens qui travaillent dans des think tanks et des fondations, qui croient à des absurdités, pas simplement à des absurdités totales sur la guerre. La Russie serait sur le point de la perdre. Poutine serait sur le point d'être renversé. Vous savez, un régime pro-occidental de paix, de liberté et de démocratie prendrait le pouvoir à Moscou, alors que si Poutine tombait, ça irait littéralement dans la direction opposée. Mais cette idée continue de nous obséder ici, et on veut croire qu'il y a quelque part là-bas quelqu'un de sain d'esprit et d'intelligent. Mais quand ça atteint même des gens comme le vice-président Vance, qui devrait pourtant savoir mieux que ça vous montre à quel point la situation est grave.